Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief de l'étape numéro 17 de ce Giro d'Italie. Je m'excuse déjà, hier la vidéo est arrivée un petit peu tard. Ça risque d'être le cas encore aujourd'hui, mais ça sera quand même un petit peu plus tôt. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas chez moi, je fais plein de choses à côté et c'est pas très facile d'allier à la fois les vidéos et à la fois des choses un peu plus personnelles à faire. Euh, Même si j'arrive à suivre la course assez correctement quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de tel ou tel coureur. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et encore, c'est encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Du côté de cette étape numéro 17, ça a été quand même bien plus spectaculaire que la veille. Alors j'ai vu moins d'étapes que hier, parce qu'hier, bon, j'avais pris un peu de plaisir dans le final, mais voilà, là il y a eu quand même des tentatives. Alors Van Der Poel a fait encore son foufou, mais là c'était intelligent parce que c'était pas le meilleur grimpeur du cours ou du groupe. On a eu encore des mecs qui sont partis en échappée. Ça c'est quand même très impressionnant l'abattage qu'ils font en tête de course pour animer ce Giro. Et puis on a eu également un beau vainqueur qui était déjà à l'avant. Et puis on a quand même des changements au niveau du général et une physionomie de course qui va encore se transformer. Alors aujourd'hui, dernière étape, on va dire, de montagne, avant une étape plutôt sprinter demain, et puis un dernier bloc, on va dire, vendredi, samedi, dimanche, qui va être costaud. Cette étape 17, elle va également avoir des conséquences au niveau du général. Il y a eu encore des changements aujourd'hui. Richard Carapaz a toujours 3 secondes d'avance sur Genley. Maintenant, c'est Michael Landa qui est sur le podium, mais il est quand même déjà à 1,05. Donc ça va être compliqué d'aller chercher les deux hommes de tête. Almeida, lui, est désormais à 1,54. Donc autant vous dire qu'il aura du mal à faire mieux que podium. Et il ne faudra pas qu'il perde encore plus de 5-6 secondes sur Landa. Et ça va quand même pas être facile. Nibali semble accrocher à sa 5e place, même s'il devra faire attention à Bilbao et Jan Hirt qui sont en forme. Bourman est 8e, et puis Juan Pedro Lopez 9e, il a gagné 2 places. Pozzovivo 10e, il est déjà à 12 minutes 30, et puis Hugh Carty est à 17 minutes, il a gagné une position. Mais il y a déjà 5 minutes d'écart entre le 10e et le 11e, et un Guillaume Martin qui est 16e est déjà à un quart d'heure quasiment de ces hommes-là. Donc vous voyez, les écarts sont énormes sur ce Giro 2022. C'est ce qui fait que la course n'est pas très passionnante. Et puis en plus, on a eu quand même des leaders qui sont un peu passés à côté, ou des coureurs qui sont un petit peu passés à côté sur ces 3 semaines de course. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Alors bien entendu, pas de sondage parce que j'ai pas eu le temps de les faire hier. Il faut savoir que hier, j'ai commencé. Alors, j'ai fait l'enregistrement à 18h, mais j'ai pu monter la vidéo qu'à 21h, entre 20h45 et 21h, d'où le fait qu'elle est arrivée à 23h, 23h30. Surtout que j'ai dû en même temps enregistrer également la vidéo de présentation de l'étape du lendemain, donc ça a été un petit peu compliqué pour faire les sondages également. J'étais bien cramasse hier soir. Je suis toujours même un petit peu cramasse aujourd'hui. Du côté du bilan des Bleus, il va être un petit peu court aujourd'hui le bilan des Bleus. Alors il y a Guillaume Martin qui a tenté. Bon, ça n'a pas marché plus que ça. Guillaume Martin qui a dit que aujourd'hui physiquement il n'avait pas les jambes. Voilà, il n'a pas les jambes. Il a même fait un message assez touchant quand même à Cofidis où il disait je n'ai pas les jambes. Je suis déçu de l'ambition qu'avait Cofidis sur moi parce que je n'ai pas réussi à prouver ce que je pouvais faire. Je pense quand même que, alors les jambes c'est une chose, les descentes c'est quand même autre chose aussi. Et même avec des jambes fantastiques, vu les problèmes qu'il avait dans les descentes, ça aurait été compliqué sur beaucoup d'étapes où il aurait perdu énormément de temps vu comment il était sur les freins. Il va peut-être falloir faire un travail là-dessus au niveau des descentes parce qu'on voit bien qu'il y a un truc qui n'est pas bon. C'est vrai qu'on m'a dit pourquoi j'avais. Alors c'est vrai que j'avais dit en début de Giro que je voyais Guillaume Martin 5 ou 6e. J'avais dit c'était jouable par rapport à la condition physique, par rapport à ses qualités en montagne.
Sauf que pour moi, les jambes ne sont pas là. Il n'a pas les jambes qu'il avait sur le Tour de France l'année dernière cette année. Et puis, tout simplement, il a fait trop d'erreurs également, peut-être tactiques, en voulant reprendre du temps, en voulant faire des comptes d'apothicaire, alors qu'il aurait fallu être un peu plus calme à certains moments pour conserver de l'énergie. Après, je le dis totalement, oui, en début de Giro, ça fait partie des choses où on se plante. J'avais dit, autant du Moulin, j'avais senti. Par exemple, Tobias Foss, moi je pensais que Tobias Foss serait plus haut dans le classement. Tobias Foss a déçu. J'ai dit plusieurs fois, je me suis planté sur les grands tours. Cepeda l'année dernière, moi je voyais Cepeda gagner une étape et faire potentiellement top 15. Ça n'a pas été le cas. Là, Fortunato, j'avais dit un top 10 était potentiel. Bon, Fortunato, il n'a jamais été vraiment dans le coup avec les meilleurs du général. Donc, moi, je ne voyais pas Nibali être aussi bien sur 3 semaines de course, par exemple. Je voyais Ivan Sosa beaucoup mieux. Donc, ça fait aussi partie des éléments. Mais Guillaume Martin est décevant. Et puis là, bon, on voit que de toute manière, quand tu n'as pas les jambes, je le dis toujours, mais c'est compliqué de se refaire la cerise sur un grand tour. La seule situation où tu peux te refaire la cerise sur un grand tour, c'est quand tu as peu de jours de course dans les pattes et que, tu sais, au fur et à mesure des étapes, tu as la forme qui commence à arriver. Que tu arrives, par exemple, avec 15-20 jours de course avant le Giro et bah voilà, tu as besoin d'une semaine pour te remettre en route et puis ensuite, après, derrière, ça va de mieux en mieux. C'est le seul cas, sinon, c'est très compliqué d'être performant au niveau du général. Je continue avec Félix Gall. Bon, bah voilà, il était dans l'échappée aussi aujourd'hui, Félix Gall, c'est plus moins, hein, pareil que Guillaume Martin aujourd'hui. Bon, Félix Gall, je pense il paye également son inexpérience des grands tours, hein, parce que je rappelle que Félix Gall a un peu cette particularité d'avoir déjà 24 ans, mais de n'avoir jamais fait de grand tour, ce qui est quand même assez rare à cet âge-là, surtout aujourd'hui. Et puis bah là aujourd'hui il a tenté, bon ça n'a pas marché aujourd'hui, mais je pense qu'il sur ce Giro il va apprendre beaucoup, parce qu'il est quand même 54e à 2h24. Et puis surtout il va comprendre qu'il est peut-être arrivé en forme trop tôt lui, hein. C'est vrai qu'il était 6e du Tour des Alpes, 12e du Tour du Pays Basque. Voilà, il a enchaîné les 2 courses au mois d'avril, il a peut-être un peu trop roulé au mois d'avril, et ça a eu des conséquences en cette fin de Giro, avec peut-être un manque de fraîcheur pour le coureur qui fait son premier Giro, encore une fois, c'est assez rare à 24 ans, qui était pendant très longtemps dans l'équipe de développement Sunweb, et puis ensuite dans l'équipe Sunweb, puis DSM. Ça fait depuis 2017 hein, qu'il est quand même chez les professionnels. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, eh bien, je commence avec le vainqueur du jour, Santiago Buitrago. Alors, Buitrago, déjà, c'est fort parce que c'est quand même une étape compliquée pour lui. C'est-à-dire que Buitrago tombe. Derrière, la Jumbo décide de casser le groupe d'échappée. Parce qu'il savait, hein, du côté de la Jumbo, que c'était l'un des coureurs les plus importants de cette échappée. Et derrière, c'est compliqué de retrouver du rythme, de réussir à faire la différence. Parce que, voilà, tu es tombé, tu es obligé de faire un effort pour revenir. Parce que l'étape s'est vraiment animée à partir de ce moment-là. Peut-être une douleur en plus au départ quand il repart, il a mal à l'épaule, donc de l'incertitude sur les premiers kilomètres. Il faut quand même avoir une force mentale pour déjà revenir sur le groupe de tête. Et puis après, dans le final, il a très bien couru. C'est-à-dire que sur les 15-20 derniers kilomètres de course, il a été très bon, Buitrago, dans sa manière de faire. Donc il faut féliciter le coureur colombien. Et puis encore une fois, bah, je disais de Buitrago, il a vraiment passé un cap cette année et à 22 ans, il fait partie maintenant des coureurs intéressants en Colombie, comme Higuita, comme d'autres. Hein. On est sur des bons coureurs colombiens, il y a toujours eu des belles générations depuis une quinzaine d'années. Et ça va être intéressant de voir maintenant ce qu'il est capable de faire en termes de résultats, parce que c'est vraiment bien ce que propose depuis quelques temps Buitrago, et même ce qu'il a fait en tant qu'équipier également pour Landa et Bilbao sur certaines étapes. Et puis en plus, je crois qu'il est au niveau du maillot bleu. Alors au niveau du classement de la montagne, il y a aussi un Koen Bouman a maintenant une belle avance. Mais il remonte, hein, il est désormais 6e de ce classement de la montagne. Et 14e du général. Donc ça fait également des points. Alors Bahreïn n'a pas besoin de points UCI. Hein.
Et puis ça permet surtout à la Bahreïn de revenir en tête du classement par équipe, où il va y avoir un match très intéressant avec la Bora. 14 secondes d'écart entre ces deux formations, grâce notamment au gros travail également de Wout Poels dans le groupe et de Landa, qui, c'est vrai, a fait une belle étape, Landa. Alors hier, il y avait eu la chute. C'est vrai qu'on en parlait dans les commentaires que Landa n'est pas forcément un coureur attaquant. Je pense pour un problème assez important du côté de Landa, c'est que c'est pas un coureur qui est très puissant, qui est vraiment capable de changer de rythme. C'est pas un grimpeur à l'ancienne, mais vous voyez, c'est pas un grimpeur qui est capable de changer de rythme. C'est pas le coureur le plus puissant du plateau. Là encore, sur ses attaques aujourd'hui, il fait pas la différence. Pourtant, les jambes étaient bonnes pour Landa, je pense. Il prend quand même aujourd'hui la 3e place du podium. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Et puis, on a maintenant, voilà, il y a un adversaire qui est Almeida. Est-ce qu'il aura un peu plus de chances de sortir dans le final des étapes parce que un peu moins contrôlé désormais entre Hindley et Carapaz? C'est ce qu'on verra. Mais Landa aujourd'hui a fait quand même une belle étape. Il faut le souligner, même si Buitrago a quand même été meilleur. Je continue avec Jay Hindley. Pourquoi j'ai mis Jay Hindley? Parce que il m'a encore un peu plus impressionné que Carapaz. Bon, vous allez me dire, je m'acharne sur Carapaz. C'est peut-être vrai, surtout si Carapaz gagne le prochain Tour d'Italie. Mais je trouve que Hindley est plus facile, me semble-t-il. Alors, je me base là-dessus que sur des impressions visuelles. Donc, il faut toujours faire attention quand même sur les impressions visuelles. Vous avez des coureurs, je dirais, comme Quintana. Quand Quintana craque, vous ne le voyez pas. À l'inverse, Vauclair, il bougeait toujours les épaules dans tous les sens. Il faisait toujours des têtes pas possibles. Donc, c'était assez dur d'analyser Vauclair. Mais je trouve que Hindley est d'une facilité. Et puis maintenant, Bourman est quand même un peu plus loin en général, donc il va avoir beaucoup plus de facilité à travailler pour Jay Hindley. Et puis je trouve le coureur australien vraiment, vraiment bien. Alors, le problème, c'est que s'il veut gagner, il faudra qu'il fasse des écarts lors de l'étape 19 et lors de l'étape 20. Parce que je pense que Carapaz est en capacité de reprendre 20-25 secondes sur Hindley. Voilà. Landa est également capable de reprendre ses 25-30 secondes sur Hindley. Peut-être un peu moins parce que Landa est quand même un peu moins fort que Carapaz, mais Hindley est quand même un très mauvais coureur de contre-la-montre. Alors peut-être qu'il a fait des progrès avec la Bora, parce que bon, mais vu les progrès qu'a fait Romain Bardet avec DSM, je me dis qu'ils savent quand même travailler du côté de cette équipe. C'est allemande ou néerlandaise, je ne sais jamais, du côté de la DSM. Du côté de Jay Hindley, moi, j'ai trouvé, encore une fois, une sensation de facilité aujourd'hui du côté du coureur australien. Voilà, il était solide. Il y a un moment, il fait un petit écart, puis Carapaz ne peut pas passer devant. Et je trouve qu'à ce moment-là, il a tu sens qu'il est à l'aise, tu sens qu'il y a une marge pour Hindley, que n'a peut-être pas Carapaz. Et puis Hindley, on sait qu'il finit très bien, parce que sur son Giro 2020, sauf le contre-la-montre, mais qui n'est pas vraiment sa spécialité, il avait fini plutôt très très bien les étapes. Carapaz, il a fait du très bon boulot également dans ce domaine-là, mais il ne va pas pouvoir lâcher Hindley si facilement que ça. Après, à 3 secondes, pour moi, ça avantage Carapaz, mais bon, on ne sait jamais. Le dernier contre-la-montre, si Carapaz n'est plus très frais physiquement, ça peut peut-être faire la différence pour l'Australien face à l'Équatorien. Et puis je termine avec Jan Hirt. Alors je mets Jan Hirt, mais j'aurais pu mettre également Hugh Carty. Hugh Carty, c'est peut-être même encore plus impressionnant. C'est peut-être même plus Hugh Carty qu'on va mettre en avant que Jan Hirt. Mais c'est le fait d'être reparti en échappée une deuxième fois d'affilée, alors que l'étape d'hier a quand même été déjà rapide, surtout sur la première heure de course. Je trouve ça fascinant. C'est-à-dire qu'il y a des coureurs cyclistes qui ont la capacité de repartir toujours à l'attaque tous les jours. C'est vrai que Hugh Carty, alors on l'attendait quand même plus pour la gagne, plus pour la gagne. On l'attendait quand même plus pour un top 15, un top 10, on va dire à la régulière, que partir dans des échappées très régulièrement. Mais au final, Hugh Carty, au classement général, il est pas mal. Il est 11e pour le moment. Alors certes, à 5 minutes de Pozzovivo, mais Pozzovivo, aujourd'hui, ça a quand même été très compliqué. Il a perdu quasiment 10 minutes aujourd'hui, Pozzovivo.
Donc Hugh Carty va peut-être réussir à re-rentrer dans le top 10. Après, il faudra voir avec Valverde. Et puis Hugh Carty, moi, c'est cette capacité qu'il a toujours eue de repartir au combat tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et Yann Hirt aussi, parce que hier, il gagne. Donc je pense qu'on a célébré la victoire chez Intermarché, on a peut-être bu du champagne, on n'a peut-être pas dormi voilà, à 22h30, 23h. Et puis aujourd'hui, il repart au combat dans une étape, encore une fois, dure, costaud quoi, mentalement. Il faut avoir cette capacité à rebondir. Et c'est pour ça que je voulais souligner la performance de ces deux coureurs-là. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on voit que la vidéo est très courte aujourd'hui parce que je suis à un quart d'heure d'une vidéo, un truc comme ça. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Simon Yates. Bon, il a gagné une étape Yates, mais son Giro sera quand même une énorme déception avec l'abandon aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu. On l'attendait pour la gagne, on ne l'attendait pas comme baroudeur. Lui, on l'attendait quand même beaucoup plus pour un top 5. Et puis, il y a encore eu ce moment de moins bien où il craque complètement au niveau du blockhouse. Et c'est frustrant. Bon, j'en ai déjà parlé, Yates, parce qu'il pourrait avoir un palmarès encore plus gros. On parlait de Thomas de Gendt, mais Yates, c'est un peu pareil. Alors, il a un beau palmarès, mais il aurait pu avoir tellement mieux encore. C'est ça qui est frustrant avec un coureur de ce type-là, parce que lors de ses meilleures journées, Yates, il est imbattable. Et en plus, il a une classe, je trouve, sur le vélo, quand il attaque. Mais beaucoup trop irrégulier et surtout une mauvaise gestion à chaque fois des temps faibles qui lui coûte très cher, Simon Yates. Mais sur ce Giro, il a quand même été en grande difficulté, Simon Yates. Et puis, il y aura quand même une réflexion à avoir du côté de Simon Yates. C'est qu'est-ce que la Bike Exchange, il ne faudrait pas quitter cette équipe. Parce que Bike Exchange, je ne suis pas sûr que ça soit tu vois, pour continuer au niveau de juin général, est-ce que c'est la meilleure formation aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il change d'air, Simon Yates? C'est une question que je me pose parce que j'ai l'impression que bon, ça fait quand même depuis 2-3 ans où il y a quelques coups d'éclat mais qui sont quand même beaucoup moins importants qu'à une certaine époque. Et je trouve qu'il s'empâte un peu dans cette équipe et Adam a quitté la formation, ça je pense lui a fait beaucoup de bien. Est-ce que Simon Yates ne devrait pas également songer à faire la même chose? Alors pourquoi pas rejoindre d'autres formations, je pense à EF et à d'autres équipes. Ça pourrait être également intéressant parce que voilà, j'ai l'impression qu'il s'empâte légèrement désormais, Simon Yates. Alejandro Valverde, le poids des ans l'a rattrapé aujourd'hui, hein, Valverde. Jusqu'à maintenant, il faisait quand même une super course. Il est désormais 12e du général. Il a perdu 2 places. Il est désormais à 17 minutes 46. Le top 10 semble quand même beaucoup plus compliqué à récupérer désormais. Il a manqué des jambes aujourd'hui, hein, Valverde. L'étape s'est emballée très tôt. Et puis ça a été compliqué. Alors il a quand même été bien aidé par Ivan Sosa aujourd'hui, parce que les deux finissent dans le même groupe. Et 11 minutes 35 de perdu sur le vainqueur du jour. Donc ça doit faire 8 minutes sur les leaders du général. Ouais, il a 42 ans, quoi. À cet âge-là, la récupération est vraiment plus aussi bonne. Et ce qui pose un problème quand tu veux jouer le général d'une course. Alors certes, il y a le cas Chris Horner. Mais bon, c'est quand même un cas discutable, on va dire. Mais du côté de Valverde, bon voilà, il se retrouve maintenant à être beaucoup trop, comment dire, beaucoup trop en difficulté aujourd'hui sur les troisièmes semaines. Parce que voilà, il a 42 ans. Mais ça reste un super coureur, hein. Encore une fois, Valverde, énorme palmarès. Et ça ne veut pas dire que je ne respecte pas le coureur, mais c'est là aussi où tu vois les limites de Movistar. Parce que Movistar, à part Enric Mas, c'est quand même léger aujourd'hui. Et c'est là aussi où tu vois que cette équipe va devoir, n'a pas préparé l'après Valverde. Alors pourtant, il aurait fallu s'y préparer depuis 4-5 ans. Et j'ai l'impression qu'après Valverde, Movistar aura peut-être du mal à rester en World Tour en 2025. Parce que l'équipe est quand même pas énorme, quoi. Alors il y a quelques jeunes coureurs, mais c'est pas suffisant. Et puis Valverde, ça t'a apporté énormément de points en classement. Donc bon,
Faudra voir, mais aujourd'hui, ouais, Valverde, à 42 ans, ça se sent au niveau des jambes. Les jambes étaient un petit peu dures comme du béton. Et puis je termine avec un dernier coureur, c'est Joao Almeida. Au niveau du général, c'est le grand perdant du jour, hein, désormais à 1,54 je crois de tête, c'est bien ça. Encore isolé aujourd'hui, hein. Ça c'est vrai que alors Almeida, aujourd'hui l'équipe a quand même été nulle part, à part un peu Kovi qui était dans l'échappée et ensuite qui a dû passer 2-3 bidons, mais pourtant la formation au départ elle n'était pas dégueulasse, hein. Ulissi, Formolo, Rui Costa, Kovi, Oliveira, même Gaviria qui rechigne jamais à bosser, mais ils n'ont jamais réussi à avoir une grande cohésion d'équipe. Et Almeida s'est quand même beaucoup trop retrouvé seul. Là maintenant, 1,54. Bon, encore une fois, je vous en ai parlé, le contre-la-montre de Vérone. C'est pas assez long, c'est trop atypique comme chrono pour reprendre 3 minutes sur 17 km. Donc il y a un moment, ça va être compliqué pour Almeida. Surtout si ça commence à plus être très frais physiquement, ça va être trop compliqué pour le coureur portugais. Donc je pense que la victoire et puis même le podium, hein, parce qu'il va falloir reprendre 50 secondes à Landa. Je rappelle toujours cette statistique, hein, Landa il avait perdu 57 secondes sur Tchadaga du côté de Vérone il y a 3 ans. Donc c'est pas pas facile de reprendre 50 secondes sur Landa, sur un chrono comme ça. Si en plus il donne tout pour rester sur le podium du général, ce qui lui ferait beaucoup de bien, je pense, dans la tête, Landa, comme quand Porte avait fini 3e du Tour de France. Donc Almeida, ça va être compliqué maintenant pour le podium, mais il a encore montré sa régularité aux avant-postes. Et puis un jour, ça passera parce que c'est un coureur avec énormément de talent, énormément de potentiel, mais là, il s'est retrouvé un peu seul, le coureur portugais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc demain sprint du côté de Trévise ou pourquoi pas une échappée si les équipes de sprinters sont un petit peu fatiguées. Présentation de l'étape demain 7h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méga Production. Ciao ciao.